La parole est à Monsieur Jean-Paul Lecoq pour la gauche démocrate et républicaine. Monsieur le député. Mes chers collègues, Madame la Présidente, le texte que nous examinons aujourd'hui est déconnecté des enjeux démocratiques qui se posent à toute l'Union européenne et à ses États membres. Au regard de l'actualité, des exigences démocratiques et des exigences anti-technocratiques, et pas seulement celles toutes de jaunes vêtues dans notre pays, il est bien des égards surréaliste. Sa vocation se limite, comme l'ont dit les précédents orateurs, à harmoniser les procédures nationales visant à créer une seule et même organisation des élections européennes au sein de l'Union. Un objectif qui figurait d'ailleurs dans le traité de Rome en 1957. Il aura donc fallu du temps et une succession de scrutins européens qui ont tous battu des records d'abstention pour tenter de répondre à cet objectif. Mis en place en France en juin dernier, nous allons ratifier ce texte pour lui permettre son entrée en vigueur à l'échelle de l'Union européenne. La question de la circonscription unique et les réflexions menées sur la proportionnelle sont importantes aux yeux des députés communistes. Cette décision n'appelle donc que peu d'observations critiques en tant que telles, à l'exception toutefois du problème des seuils. L'instauration d'un résultat minimal dans ce scrutin pour être élu procède à une sorte de tri sélectif entre les grands partis et les petits partis qui s'en trouveraient exclus, ce qui est extrêmement gênant pour la diversité démocratique. D'ailleurs, ce choix est tout à fait assumé puisqu'il est indiqué dans l'exposé des motifs que les seuils visent, je cite, à favoriser l'émergence de groupes politiques de taille significative afin de faciliter le processus législatif au Parlement européen. Tout est dit. Un entre-soi à préserver pour être plus tranquille dans l'enceinte du Parlement pendant qu'on laisse à la porte ceux qui seraient jugés pas assez représentatifs. Mais le propre de la démocratie n'est-il pas d'assurer une représentation proportionnelle de toute la diversité des opinions? Au-delà de ces considérations et de cette proposition auquel le groupe GDR va donner son accord, se pose une double question. À quoi sert le Parlement européen et comment faire pour le renforcer? Parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. Ce n'est pas un simple toilettage qui répondra aux enjeux. Depuis que les eurodéputés sont élus au suffrage universel direct, le problème de l'utilité du vote saute visiblement aux yeux des électeurs potentiels et des citoyens. Ils sont de moins en moins nombreux à se déplacer pour choisir leurs représentants à l'échelle européenne. Et cette abstention récurrente est symptomatique, en même temps qu'elle affaiblit de fait la légitimité démocratique de l'Union européenne. Si nous nous élevons contre ceux qui veulent des États-Unis d'Europe, parce que cela irait à l'encontre de l'idée d'Union européenne et des valeurs qu'elle est censée incarner, nous ne cautionnerons jamais pour autant une union technocratique, antidémocratique, si éloignée des attentes et des intérêts des peuples qui la composent. Cette union-là, c'est celle qui sert les marchés au détriment des gens, celle qui est aux mains des prétendus experts et des comptables, celle qui fait triompher les logiques de l'argent en rognant les services publics, les protections collectives, celle qui est sous influence des lobbyistes. Nous venons encore d'en avoir la triste démonstration à travers la révélation des implant files, avec cette Commission européenne qui a finalement rejeté l'idée de création d'une agence publique de certification en charge de délivrer les autorisations de mise sur le marché des produits médicaux et notamment des implants et des prothèses. Sous pression des grands groupes privés comme Medtronic qui font leur business sur le dos des patients et de nos systèmes de protection sociale. Cette Europe qui jargonne au point de n'être plus audible par ceux qui ne sont pas du sérail. Les peuples européens n'en peuvent plus et n'en veulent plus. Soit on peut attendre qu'un jour ou l'autre le mouvement des Gilets jaunes gagne toute l'Europe, soit l'on peut se saisir de cette opportunité pour asseoir un nouveau type de représentation européenne, pour rénover en profondeur ces instances. Comme le proposent Didier Quentin et Sébastien Nadeau dans leur rapport sur la refondation démocratique de l'Union européenne, il serait bon de soutenir une réforme à l'initiative citoyenne européenne, visant à en faire un outil de démocratie participative qui impliquerait plus directement les Européens dans le fonctionnement des institutions de l'Union européenne. Cela affaiblirait un peu cette démocratie bruxelloise, toute puissante politiquement, et c'est peu dire. Et cela renforcerait le Parlement, qui est l'une des solutions de sortie de crise de l'Union européenne,
que gagnerait l'Union européenne, que gagnerait l'UE à mettre en œuvre. Le problème majeur aujourd'hui du Parlement est celui de la codécision. Ça fait rêver, ça pourrait faire rêver la codécision. Je sais que ça fait rêver notre présidente de commission. Ce principe vise à créer un équilibre entre la Commission, qui est la seule habilitée à proposer des directives et des règlements européens, le Conseil de l'Union européenne, qui est composé de ministres d'État membres et sans laquelle rien ne peut être adopté, et le Parlement, qui ne peut amender que ce que lui soumet la Commission. C'est assez limité. Ainsi, le rôle du Parlement européen est tourné vers la négociation de ces amendements pour obtenir le consensus avec le Conseil et la Commission. Pendant ce temps, les peuples sont oubliés. Nous devons rompre avec ce déséquilibre et commencer par couper court à l'opacité des réunions bruxelloises, qui, grâce au huis clos, ont toujours bon dos quand les responsables politiques reviennent dans leur pays et disent que ce n'est pas leur faute. Mais qu'ont-ils dit autour de la table de ces négociations à Bruxelles? À ce titre, je soutiens la proposition du rapport sur le rôle des parlements nationaux dans le processus décisionnel européen de ma collègue Sabine Tillet, qui soumet l'idée d'améliorer le contrôle des gouvernements au sein du Conseil, notamment en publiant systématiquement un compte-rendu écrit des négociations et des prises de position des gouvernements. Ce serait déjà un premier pas. Ce système est d'ailleurs renforcé par le fait que la répartition des eurodéputés est faite en fonction de la taille de la population. Cela crée donc un avantage considérable pour les grands partis des grands pays. C'est pourquoi il est extrêmement important que le résultat des élections européennes dans notre État soit basé sur la diversité des courants de pensée des Français. Sans cela, c'est la frustration et le sentiment d'abandon qui domineront. Les coalitions portant en elles les germes de la compromission, parfois de la confusion. Il faut des députés qui soient capables de tenir tête à la Commission et non des députés inféodés à de grands partis qui cherchent à se partager un pouvoir d'ailleurs bien dérisoire en comparaison avec celui de la Commission. Bien évidemment, c'est cet immobilisme et cette opacité des décisions qui ont créé ce profond sentiment de défiance des peuples européens dans les institutions de l'Union européenne. Ce qui est clair, c'est que depuis le référendum volé aux Français et aux Néerlandais de 2005, l'Union européenne a du plomb dans l'aile, et à juste titre. Ce scepticisme ne sort pas de nulle part. Et la campagne du référendum sur la sortie du Royaume-Uni en 2016 a été, elle aussi, l'occasion de voir à quel point l'Union européenne, cette Union européenne, est rejetée. La raison principale est le carcan budgétaire imposé aux États membres. Cette décision de règle d'or budgétaire bloque depuis plus de 10 ans toute tentative de mener une politique économique alternative. En se privant des outils de relance économique utilisés depuis très longtemps en Europe, les gouvernants ne pensent plus qu'à travers le prisme de la dette. Ça a été dit plein de fois, la dette, la dette, la dette, ça me rappelle le poumon. Nous y sommes aujourd'hui asservis sans possibilité de nous en sortir autrement qu'en payant. Pourtant, la dette a une vertu. La dette, elle permet de relancer l'économie, de mener de lourds chantiers, notamment lorsque l'on est à la croisée des chemins, comme l'on dit, sur les questions du climat, etc. De lourds chantiers pour l'avenir, comme la transition écologique, la transition sociale que nous appelons de nos vœux. Le vice de la dette, c'est qu'elle permet de satisfaire les appétits du monde financier, devenu tellement incontrôlable que les États doivent se prosterner devant eux. Et je ne développerai pas non plus sur les traités commerciaux de libre-échange type CETA et les conséquences sur notre modèle de protection et de production. À la finance, nous voulons substituer l'humain. Le cœur d'un projet européen d'avenir, c'est celui d'un projet social, écologique, économique, redistributif et attentif à ceux qui souffrent. L'orientation néolibérale a cadenassé tous les espoirs des peuples. Leurs dirigeants ne cessent de dire qu'ils ne peuvent rien, que c'est la faute de l'Europe. C'est une inaction qui crée la colère. Elle aura couvé des années avant de trouver en France son expression. Le peuple dans la rue, les gilets jaunes, le blocage des routes et les manifestations sont des expressions d'un peuple qui n'en peut plus qu'on lui rétorque que ses envies coûtent cher, alors que leur vie et celle de leurs enfants ne sauraient avoir de prix. Les besoins des peuples doivent être entendus, surtout lorsque le PIB augmente tous les ans. Plus les richesses progressent, plus la pauvreté et la précarité s'étendent. Les gens ont plein de bon sens et ils le voient bien. Les communistes ont toujours voulu rompre avec cette Union européenne libérale qui n'offre que des perspectives de désespoir et de repli sur soi. En finir avec cette austérité permettra de capter à nouveau les richesses et de les redistribuer là où il y en a besoin, dans la population, pour les précaires, les salariés trop peu payés, mais aussi dans les associations ou les services publics.
Et pour la planète, pour la lutte contre le réchauffement climatique, la rénovation énergétique, la protection de la biodiversité, etc. Une Union européenne qui permettrait d'en finir avec le dumping social en harmonisant par le haut les revenus ou le droit du travail. Nous appelons aussi à une Union qui travaillerait à remettre à plat ses équilibres institutionnels pour mettre en avant la diversité des peuples dans le Parlement et le poids de ce même Parlement face aux autres institutions de l'Union européenne. Et je termine, Madame la Présidente. Merci. Cela permettrait aux peuples de s'exprimer dans leur complexité tout en étant plus forts que le Conseil et la Commission. Toutes ces ambitions permettraient d'avoir une vision enfin optimiste de la construction européenne, car si elle a réussi à arrêter la guerre militaire sur le continent, elle n'a pas pu empêcher la guerre économique, la guerre sociale et ces nouvelles formes de guerre portent en germe le démantèlement de l'Union. Merci de votre attention. Merci, Monsieur le député. La parole